Ça fait au moins 8 mois que j'ai pas posté de vidéo, je pense. En tout cas, ça fait un bon moment. J'ai été hyper occupée par plein de projets, ma série documentaire dont j'ai pas mal parlé sur cette chaîne. J'avais aussi des missions annexes, enfin pas mal de choses qui m'ont occupée. Donc là, on va parler de ce que j'ai appris en 3 ans et demi de podcast en freelance. Je pense qu'on est encore pas beaucoup quand même de podcasteurs à vraiment en faire un métier, et je pense qu'il y a aussi quand même de plus en plus de gens qui veulent en faire leur métier par plein de biais différents, que ce soit par un podcast indépendant sponsorisé avec de la pub ou avec des dons d'auditeurs, ou que ce soit en se faisant produire. Donc moi, mon cas, c'est le deuxième, puisque je me fais produire pour mes projets de podcast, en tout cas jusqu'à maintenant, et j'espère que ça va continuer. Donc c'est un peu cet angle-là, moi, que je vais aborder. Alors pour resituer, j'ai sorti des podcasts unitaires, j'ai aussi sorti des séries. Dans tous les cas, c'était du documentaire. Je n'ai fait que du documentaire jusqu'à présent. Parallèlement à ça, j'anime des formations et je fais des prestations pour des clients, notamment institutionnels. Donc je fais par exemple de l'aide à la conception de podcasts ou du montage ou des choses comme ça. Donc là, je vais vous faire un point sur ce que j'ai appris en 3 ans et demi de podcast en freelance. C'est mon expérience, donc c'est très subjectif, mais j'espère que vous aurez des choses à apprendre de tout ça. La première chose que j'ai appris, c'est que ça prend du temps de commencer à gagner sa vie, parce que moi j'ai commencé en faisant des articles sur le podcast, j'ai pas commencé tout de suite en faisant des podcasts pour des producteurs, et j'ai aussi fait une formation de podcast qui s'appelle Transmission et qui m'a permise de me lancer dans ma premier documentaire. Donc c'était un documentaire que j'ai réalisé maintenant il y a à peu près 4 ans. C'est grâce à ce documentaire là que j'ai pu ensuite trouver des producteurs pour produire mes projets. C'est pas forcément indispensable, hein. Il y en a qui commencent à faire du podcast directement avec des producteurs, donc c'est pas obligatoire, mais je pense que pour moi c'était bien d'avoir cette expérience-là, et je pense que c'était quand même assez rassurant aussi pour les producteurs, même si bon, c'était jamais qu'un documentaire de 20 minutes, hein, c'était pas non plus dingue, mais c'était une première expérience. Donc au début, je vivotais en fait, je gagnais un petit peu de sous en écrivant des articles sur le podcast pour notamment Audible ou bien pour l'hébergeur Ocha. J'ai fait aussi du montage pour le podcast d'une youtubeuse. Voilà, je prenais un petit peu les missions qu'on me proposait à droite et à gauche, ça faisait pas beaucoup, mais c'était suffisant pour payer mon petit loyer et mes factures. Pas beaucoup plus, j'avoue, mais je vais pas me plaindre non plus, hein, c'est pour moi totalement un choix, cette précarité, donc c'était pas non plus... je peux pas me comparer à des personnes qui en souffrent vraiment. Mais voilà, en tout cas, j'ai avancé un peu comme ça. J'ai eu pas mal de problèmes aussi de retard de paiement, donc je crois que j'ai parlé dans une vidéo. Et ça a été très compliqué pour moi à gérer, parce que je partais du principe que quand on me disait qu'on allait me payer à un moment, c'était qu'on allait me payer à ce moment-là. Et en fait, non. Pour plein de raisons, c'est très compliqué. Donc je prévoyais pas forcément, quand j'avais de l'argent, je le dépensais, et je pensais pas à le garder pour les mois suivants au cas où les choses ne se passaient pas comme prévu. Et puis surtout, j'étais rémunérée de façon très modeste en fait, hein, pour mes projets, et c'est petit à petit que j'ai pu avoir des opportunités mieux rémunérées, et que j'ai pu aussi avoir plus d'opportunités qu'avant, tout simplement. Donc tout ça, ça a fait que j'ai de mieux en mieux gagné ma vie, et je suis super contente. Donc en gros, je dirais que pendant 1 an et demi, j'ai assez galéré, et puis au bout d'1 an et demi, ça a commencé à s'améliorer, ma situation s'est arrangée, et voilà. Donc il y en a qui vont faire plus de temps que ça, hein. Franchement, j'ai quand même eu de la chance d'avoir passé que 1 an et demi. Faut dire qu'à l'époque, on était moins nombreux à faire ce genre de choses, du podcast. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui pitchent des projets, il y a de plus en plus de candidats, donc c'est peut-être de plus en plus difficile de rentrer, entre guillemets, dans le monde du podcast, mais c'est pas du tout impossible. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que la plupart des projets de podcast sont refusés par les producteurs. Alors pour plein de raisons, soit parce que le pitch n'est pas convaincant, soit parce que le projet est intéressant, mais en fait il y en a d'autres qui sont intéressants, et puis il faut bien faire des choix. Un producteur ne peut pas tout produire, un podcast ça coûte de l'argent. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles un pitch va être refusé, et la règle c'est qu'en général il est refusé en fait. C'est plus rare qu'autre chose qu'un projet soit accepté. Et même pour moi qui fais du podcast depuis plusieurs années maintenant, et qui ai eu des producteurs pour pas mal de projets déjà. C'est pas parce que j'ai eu des projets produits que ce sera toujours le cas.
Donc il faut surtout pas se laisser abattre. Si possible, quand un projet est refusé, il faut demander au producteur pourquoi il a été refusé, ça vous aidera pour la suite. Parfois on reçoit même pas de mail de refus, donc c'est même la plupart du temps, je crois. Il faut s'armer de patience, il faut s'armer de courage et de persévérance, et continuer à proposer des projets. En fait, continuer à pitcher, c'est ça qui vous entraînera aussi à mieux pitcher, c'est à force de pitcher qu'on s'améliore, exactement comme dans tout. Même si c'est difficile à avaler parfois un refus, franchement, faut pas se laisser décourager, si on est suffisamment motivé, ça va finir par payer. Si on a plein d'idées, ça va finir par payer. Mais en tout cas, sachez que c'est normal de se faire refuser des choses, c'est exactement la même chose pour tous les types d'art, que ce soit la littérature, le cinéma, etc. La règle, encore une fois, c'est de se faire refuser des choses. La troisième chose que j'ai apprise, c'est que c'est important de continuer à écouter des podcasts. Il y a plein de personnes qui font du podcast, notamment de façon professionnelle, et qui n'en écoutent plus vraiment. En tout cas, beaucoup moins qu'avant, parce que c'est normal, on a envie de se reposer les oreilles. C'est un peu compliqué d'occuper tout le temps son temps en écoutant des trucs, et je peux le comprendre complètement. N'empêche que c'est important pour rester motivé, pour s'inspirer aussi de choses qui sont faites, se redonner un coup de boost pour nos propres projets. Moi, si j'écoutais plus de podcasts, franchement, je pense que j'en ferais plus aujourd'hui parce que déjà j'aurais plus de nouvelles idées de sujets ou de formats, etc. Et puis, je serais plus aussi stimulée, quoi. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que quand j'écoute un bon podcast, je me dis mais c'est génial, j'essaie de décortiquer comment est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'elle a fait, et moi, ça me donne des astuces pour mes propres podcasts. Sans cette source d'inspiration, on se trouve un petit peu dépourvu. Après, il y a peut-être des personnes qui arrivent quand même à faire des podcasts sans en écouter et des super podcasts, comme il y a des gens qui arrivent à écrire des livres sans lire, mais je pense encore une fois que c'est pas la majorité et que ça reste important pour se stimuler. Donc voilà, si ça vous saoule d'écouter des podcasts parce que vous en faites, essayez de varier les formats, essayez de varier aussi la langue du podcast que vous écoutez. Si vous parlez une autre langue que le français, n'hésitez pas à écouter ce qui se fait dans cette langue-là. Mais en tout cas, restez dans cet état de stimulation autant que possible. Ensuite, j'ai appris que beaucoup de choses ne se passent pas comme prévu. C'est particulièrement vrai du documentaire, donc ça peut être une personne qui refuse d'être enregistrée, ou une personne d'ailleurs qui dans un premier temps a accepté puis finalement ne donne plus signe de vie, enfin, toutes les situations peuvent se passer. On peut aussi avoir un enregistrement raté, du point de vue de la qualité audio. On a oublié d'enregistrer, ça arrive. On a saturé complètement le son. Forcément, avec l'expérience, ça vous arrivera quand même de moins en moins, heureusement. Mais ça peut toujours arriver, et puis plus on fait des enregistrements, plus on se lance dans un projet ambitieux, et plus c'est susceptible en fait de capoter à un moment. Donc c'est normal. Le podcast qui est le moins risqué, le format le moins risqué, je pense que c'est une personne qui parle seule dans un micro. Selon moi, à moins que ce soit très bien fait, c'est aussi le format le moins intéressant. Donc à partir du moment où vous voulez faire quelque chose de plus ambitieux, forcément, il y a un risque que ça marche pas à un moment. Donc dans ces cas-là, faut pas se laisser abattre, soit vraiment ça fait complètement capoter votre projet en entier, il n'y a pas moyen de contourner ça, bon tant pis. Si par exemple une personne essentielle pour votre reportage refuse d'être enregistrée, tant pis. Mais c'est pas forcément grave, il y a des moyens de le contourner, notamment en parlant dans votre documentaire. Dites cette personne a refusé d'être enregistrée. Expliquez par exemple pourquoi, ou vous pouvez aussi parler des conséquences sur votre travail, mais l'intégrer en fait à la narration. Peut-être que le refus de cette personne raconte quelque chose, donc vous pouvez l'intégrer à l'histoire. Ou peut-être que vous pouvez raconter une autre histoire à partir de ça, c'est possible aussi. Si il se trouve que c'est le personnage principal dont vous parlez, par exemple que c'est une star, et que cette star n'est pas du tout disponible pour répondre à vos questions, mais que vous avez plein de gens qui vont parler de cette star, c'est peut-être pas grave de faire sans cette personne-là. Il y a des super podcasts qui sont sortis, comme Missing Richard Simmons par exemple, sans avoir eu la personne concernée dans le podcast. Notamment là, c'était sur c'était une personne dans le fitness, comment expliquer ça, j'ai même pas les mots là, les mots m'échappent. En tout cas, c'était une personne très connue dans le monde du fitness à Los Angeles, qui a disparu des radars du jour au lendemain, qui ne s'est plus jamais montré en public. En fait, la question du podcast était qu'est-ce qu'il est devenu. Il se trouve que la personne en question n'a jamais voulu répondre à une interview, c'est pas grave, vous pouvez faire sans. Ou bien par exemple, il y avait un super podcast de Gimlet Media qui s'appelait... comment
il s'appelait Mystery Show. Et dans ce podcast-là, il y avait un épisode sur Britney Spears. Mais en fait, c'était sur est-ce que Britney Spears avait lu un livre et qu'est-ce qu'elle en avait pensé, en gros. C'est un peu compliqué, mais en gros, voilà. Il se trouve que l'hôte du podcast a réussi à rencontrer Britney Spears, mais en payant pour la rencontrer, puisque les stars se font payer pour qu'on les rencontre en privé. Elle n'avait pas le droit, la journaliste, d'enregistrer. Donc on pourrait se dire, bah c'est dommage, en fait, le podcast entier tombe à l'eau, puisqu'on n'a pas le son. Mais en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a contourné ce problème-là en le racontant à une copine. En l'occurrence, c'était la copine en question qui avait écrit le bouquin dont elle voulait savoir si Britney Spears l'avait lu. Est-ce que la phrase est claire? En gros, elle voulait savoir, cette copine, si Britney Spears avait lu son bouquin parce que Britney Spears avait été photographiée avec son bouquin sous le bras. Donc la journaliste en fait a appelé cette copine-là après avoir rencontré Britney Spears en disant bah voilà ce qu'elle m'a dit. Et on a les réactions en direct de son amie. C'est quand même un moment d'audio assez fort, assez drôle, assez intense, alors que pourtant on n'a pas eu l'audio avec Britney Spears. Bref, c'est un moyen très compliqué de dire que on peut contourner un problème, même s'il nous manque une personne essentielle à l'histoire en audio, c'est pas grave, tout peut se faire. Ensuite, j'ai appris que c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Donc déjà, professionnellement, si vous en avez les moyens, essayez de vous entourer de personnes compétentes sur un point particulier. Par exemple, un ingé son. Ça, c'est hyper important parce que vous, votre métier, a priori, c'est pas ingé son, à moins que, dans ce cas, tant mieux. Mais si c'est pas votre métier et que vous êtes auteur ou autrice de podcast, vous serez pas aussi compétent qu'une personne professionnelle. C'est pas forcément grave. Par exemple, moi, je sais monter et j'ai des bases en mixage qui me permet quand même de faire quelques petits trucs toute seule. Mais à un certain moment, j'ai quand même besoin d'une personne vraiment compétente pour emmener mon projet le plus loin possible. Là, encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez faire. Peut-être qu'un petit montage et un peu de mixage suffisent pour ce que vous avez envie de faire. On n'est pas tous obligés d'avoir un super énorme projet en tête, mais si jamais c'est possible, c'est ce qui fera la différence en fait. Parce que forcément, en podcast, on n'a que l'audio, et donc il faut qu'il soit de très bonne qualité pour que les auditeurs aient envie de rester. Un bon son, un bon montage, c'est quand même plus efficace pour retenir les auditeurs. Personnellement, j'ai aussi besoin de producteurs parce que, à part pour mon premier projet, j'ai jamais fait sans producteur et je trouve que c'est un soutien très précieux. Qu'un producteur va superviser votre projet, va vous accompagner vraiment pour la réalisation du podcast. Bien sûr, c'est aussi lui qui va vous donner des sous pour travailler, donc c'est quand même important pour ça, pour cet aspect financier, mais c'est aussi important pour emmener encore une fois votre projet le plus loin possible. Je sais que là, mon projet actuel notamment, je serai à 10% de ce qu'il est aujourd'hui en fait déjà, parce qu'on a déjà bien avancé. C'est grâce à des productrices notamment, en l'occurrence moi c'est Spotify, qui sont vraiment là pour m'accompagner, m'aider, et puis aussi me montrer qu'il y a certaines choses qui vont pas sur mon script, etc. En dehors des professionnels, c'est important d'avoir d'autres podcasteurs pour notamment avoir des retours sur ces podcasts, pour aussi brainstormer par exemple, pour se challenger. Si on s'est fixé aussi une deadline par exemple pour faire quelque chose, c'est bien d'avoir des personnes qui vous poussent en fait à tenir cette deadline, qui vous poussent à réaliser vos projets. On n'est pas obligé d'avoir un réseau de professionnels autour de soi, mais en tout cas un réseau de passionnés, c'est super important. Tout seul on peut faire pas mal de choses, mais on pourra pas aller jusqu'au bout du bout de ce qu'on peut faire. Alors si jamais vous vivez dans une ville avec d'autres personnes qui font des podcasts, essayez de les rencontrer. Et puis si c'est pas le cas, si vous vivez dans une zone un peu plus isolée par exemple, il y a des réseaux d'entraide sur internet, sur Facebook notamment, sur Slack, enfin il y a pas mal de choses qui sont créées à droite et à gauche, donc ça peut être une bonne opportunité de rencontrer des gens, de faire écouter des choses et d'écouter aussi les projets des autres. Enfin, vous retrouvez vous-même dans la position de conseiller quelqu'un pour son projet, ça va vous donner beaucoup plus d'assurance pour les vôtres et ça va peut-être débloquer des choses pour vos propres podcasts. Ensuite, ça fait toujours bizarre de savoir qu'on écoute mes podcasts. Voilà, encore une fois, ça fait plusieurs années que je fais des podcasts et je pense à l'audience à chaque moment de mon projet, donc déjà pour le sujet, pour savoir si c'est quelque chose qui est intéressant. Donc déjà là, je pense aux auditeurs potentiels, futurs. N'empêche que quand je reçois un message d'une personne qui a écouté mon podcast, et j'ai de la chance parce que c'est toujours bienveillant, ça fait toujours très très bizarre en fait. Notamment par exemple quand c'est des personnes qui ont écouté Sex Club et qui me disent mais merci, j'ai pas d'occasion de parler de ça autour de moi, il y a tel sujet qui a particulièrement résonné, est-ce que... C'est très intimidant de se dire qu'à un moment, une personne a écouté ça dans sa voiture ou dans le métro ou en faisant la vaisselle ou j'en sais rien, mais en tout cas c'est hyper étrange. Et je trouve qu'on s'y habitue pas trop. En tout cas moi je me suis pas trop habituée. Bon après je suis encore une jeune podcasteuse, mais en tout cas c'est chouette, mais ça fait bizarre.
Ensuite, ce que j'ai appris, c'est que faire un bon podcast, ça prend du temps. Alors moi particulièrement pour ce projet dont j'arrête pas de vous parler là, la série documentaire sur laquelle je travaille depuis bientôt 2 ans, sur un élève en situation de handicap. Donc là c'est un projet sur le temps long, donc passer 2 ans sur un projet c'est énorme, particulièrement pour le podcast. Pour les films c'est un peu plus courant, mais pour le podcast on est quand même, je pense, assez peu à avoir l'opportunité de passer autant de temps sur un projet, et pour ça je suis assez contente. Mais sans aller jusqu'à 2 ans, n'importe quel podcast prend du temps. Bon, évidemment le documentaire, mais aussi l'interview, aussi le talk. Ça vous demande un temps de préparation. L'interview, par exemple, ça vous demande aussi un temps de montage, parce que une conversation n'est intéressante en général que si elle est bien montée, que s'il y a une bonne structure, pas trop de répétitions, pas trop de etc. Et tout ça, ça prend du temps. Placer la musique, enfin, il y a pas mal de choses qui nécessitent ce temps-là. Et un podcast, ça prend du temps, et malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire pour aller plus vite. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Bien sûr, vous irez plus vite en montage, bien sûr vous irez peut-être plus vite en écriture, encore que c'est difficile d'avoir des automatismes en écriture parce que chaque projet est différent, on n'a pas des règles à appliquer. La seule règle c'est de faire en sorte que le podcast soit intéressant et qu'on s'ennuie pas, et ça dit pas grand chose au final. Ça dit pas grand chose de ce que vous êtes censé faire une fois que vous êtes face à votre page blanche, à faire sens de tous vos rushs. Je vais pas parler de l'enregistrement qui prend aussi évidemment du temps, mais évidemment aussi le montage, c'est ce qui prend je pense le plus de temps. Et alors je parle même pas pour les personnes qui sont indépendantes, qui font elles-mêmes la com de leur podcast. Bon là le temps de com est supérieur au temps passé en général sur le podcast lui-même. C'est assez énorme tout ça, mais c'est indispensable pour faire un bon podcast. La dernière chose que j'ai apprise, c'est que malgré tout ce que j'ai déjà fait, j'ai toujours autant de projets, et j'ai toujours autant envie de faire des podcasts. Ce qui est génial avec ce travail, c'est qu'on peut varier les sujets, comme dans le journalisme en général. On n'est pas obligé de parler tout le temps de la même chose, et moi j'aime bien varier. Je pense que tout ce que j'ai fait l'atteste. J'ai eu le sujet des manifestations, j'ai eu la sexualité, là j'ai un élève en situation de handicap, enfin voilà, il y a vraiment des tas de sujets dont on peut parler, et donc j'ai plein de projets pour la suite, et notamment une idée de podcast de conversation, un peu plus facile à produire qu'un documentaire, et moi qui n'ai fait que du documentaire jusque-là, j'avoue que ça serait un peu nouveau pour moi de me lancer dans la conversation, mais j'ai aussi envie, après ce gros podcast, de faire quelque chose d'un peu plus léger entre guillemets, même si je compte quand même y passer du temps, mais ce sera un petit peu plus facile. J'ai une idée précise en tête, pas encore forcément pour le format mais pour le sujet. À côté de ça, j'ai envie de lancer un studio de podcast d'ici quelques années. Pour l'instant, je considère que j'ai encore pas mal de choses à faire en podcast. Et d'ailleurs, j'ai tellement de plaisir à être autrice que je suis pas encore prête tout de suite à passer à la production. Avant de lancer mon studio, en tout cas, j'ai envie d'avoir de l'expérience de production dans un studio, parce que je compte pas me lancer comme ça du jour au lendemain de autrice à boss de mon studio de podcast. Mais voilà, en tout cas, ce qui est trop bien, c'est que ma passion pour le podcast n'est pas entamée du tout. Encore une fois, j'écoute beaucoup de podcasts, donc ça peut aider aussi à rester motivée et à avoir des idées et à être stimulée. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était super chouette de me retrouver finalement face à la caméra. Je pense que on se remet vite en selle. Et il y aura plein de vidéos à venir, donc restez sur cette chaîne. Continuez à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Comme ça apparaît directement sur la page d'accueil YouTube. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas aussi à me suggérer des idées de vidéos. En tout cas, en ce moment, j'ai pas trop envie de faire des tutos. Ça reviendra un jour, mais c'est pas ma priorité tout de suite. Donc si vous avez des idées de vidéos sur le podcast qui sont pas forcément des tutos, n'hésitez pas. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à bientôt.